Ma présentation aujourd'hui porte sur l'enseignement à distance et comment le mettre en place et comment on comporte deux parties. Dans la première, on va essayer de voir c'est quoi l'enseignement à distance, pourquoi en fait l'adapter. Et dans la deuxième partie, on va voir comment le mettre en place, quel scénario pédagogique, comment motiver et accompagner nos apprenants. Alors, pour le définir, en fait, l'enseignement à distance est tout simplement le fait d'exercer notre activité d'enseignement tout en étant loin physiquement. Donc, les objectifs de l'enseignement sont toujours les mêmes. Ce qui diffère, en fait, c'est la méthode utilisée et c'est l'outil qu'on va utiliser, en fait. On va utiliser le numérique pour des fins pédagogiques. Pour qui? Pour nos élèves, pour nos lycéens, pour nos étudiants. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut enseigner à tout moment et de n'importe où. Également, cet avantage, cette flexibilité-là, est un avantage pour l'apprenant aussi, qui peut donc étudier à son propre rythme, à tout moment et n'importe où. Alors, est-ce qu'il est adapté à mon public cible? Donc, notre public cible sont des élèves, des lycéens et des étudiants. Ils appartiennent tous à la génération Z, la génération de la communication, la collaboration, la connexion et la créativité. Donc, ils sont ce qu'on appelle les digital natives. Ils sont habitués à l'usage de l'Internet et donc des outils numériques dès leur jeune âge. Donc, l'enseignement à distance, il est bien adapté à notre public cible. Donc, pourquoi le AD? En fait, pour le moment, c'est pour assurer la continuité pédagogique dans ces circonstances assez particulières, mais pas uniquement pour ça. En fait, pour mieux accompagner nos apprenants, pour mieux être pour plus en fait être proche d'eux, pour mieux donc les aider et les soutenir, on est invité à adopter l'enseignement à distance donc comme pratique d'enseignement. Alors maintenant, comment le mettre en place? En fait, en tant qu'enseignant, on passe tous par une étape de scénarisation pédagogique. Ce qui diffère maintenant dans l'enseignement à distance, c'est qu'on donne une grande importance au scénario d'encadrement. Aussi, pour le scénario d'apprentissage, on a cette phase de séquençage et de découpage en fait de notre cours. Donc, il est très important de découper notre cours en petites séquences pédagogiques d'apprentissage et d'associer à chaque séquence une activité pédagogique. Donc, c'est très important et ça aide donc les apprenants à progresser donc petit à petit. Par la suite, il y a la médiatisation de contenu. Donc, chacun a fait son choix, que ce soit des vidéos interactives, que ce soit donc des outils web de médiatisation ou bien PowerPoint. Donc, il y en a plusieurs outils. Alors maintenant, pour le scénario d'encadrement, donc un enseignant, avant de passer à l'enseignement à distance, doit vraiment réfléchir à sa façon, à sa méthode d'accompagnement donc qu'il va mettre en place. Quelles sont ses fonctions? Quelle est les modalités de suivi? Quelles sont en fait les modalités de suivi? Est-ce qu'il va être réactif ou bien proactif? Donc, il va définir les moments de son intervention au début, à la fin, tout au long donc d'une activité d'apprentissage et quel mode de communication utiliser. Est-ce que ça va être le mode synchrone ou bien asynchrone ou bien les deux? Est-ce qu'il va favoriser donc les webconférences et les chats ou bien le forum et le mailing ou bien donc tout l'ensemble bien évidemment. Donc par la suite, une fois nous avons défini tout ça, on passe au choix de notre dispositif. Donc le dispositif et le choix de l'outil donc ne vient pas en premier lieu, mais il y a toute une étape de scénarisation pédagogique qui vient derrière. Alors maintenant, quel dispositif technopédagogique on peut utiliser? Donc il y en a plein donc de possibilités donc et chacun donc a choisi donc le dispositif qui va le plus avec ses besoins. Pour les universités d'une façon générale, on utilise plutôt les plateformes d'enseignement à distance. C'est un environnement complet d'apprentissage qui permet d'accompagner les apprenants. Donc on trouve tout dans ces environnements-là, des outils de communication synchrone et asynchrone, donc des outils d'évaluation, des outils de collaboration. On peut aussi donc voir les traces de nos apprenants, voir donc est-ce qu'ils ont consulté les ressources ou pas, donc toute une gestion des traces et d'historique. Alors d'autres donc utilisent des logiciels de vie scolaire accompagnés d'autres outils donc pour pouvoir compléter ce dispositif-là. D'autres en fait favorisent les plateformes de communication et collaboration ou bien un réseau social éducatif et certains d'entre vous ont préféré en fait transformer leurs séances présentielles en webconférence. C'est-à-dire il n'y a pas d'accompagnement par la suite, mais uniquement il y a donc lors des séances de webconférence, c'est exactement ce qu'on fait en classe, on va le faire à distance. Bon, donc cette méthode est entre guillemets peut-être donc il est plus adapté aux plus petits, mais vraiment il y a d'autres avantages de l'enseignement à distance qu'on peut en profiter et uniquement pas donc juste se contenter de faire des webconférences pour remplacer donc les séances essentielles.
Alors, parmi les plateformes d'enseignement à distance, il y a la plateforme Moodle, donc c'est une plateforme open source qu'on utilise déjà à l'Université virtuelle de Tunis et à la plupart des universités tunisiennes. En fait, donc dans cette plateforme, on peut mettre des vidéos, on peut mettre des supports, proposer donc un forum de discussion pour les apprenants. On peut aussi incorporer des outils web, des outils interactifs. Ici, donc c'est un cours scénarisé avec l'outil Scénario Opal. Donc, on peut intégrer des activités d'auto-évaluation et des activités d'apprentissage dedans. Alors maintenant, quelles sont mes fonctions en tant qu'enseignant tuteur, donc dans un dispositif d'enseignement à distance. Il y en a en fait dans la littérature, il y en a 7 fonctions pour l'enseignant tuteur. J'ai choisi pour vous en fait 4 qui me semblent les plus pertinentes en fait selon mon expérience personnelle dans ce domaine. Alors bien évidemment, il y a la fonction pédagogique en tant qu'enseignant. Donc notre première fonction, c'est la fonction d'expliquer, d'orienter, etc. Donc une autre fonction très importante dans le domaine de l'enseignement à distance, c'est la fonction organisationnelle. Donc on est là pour présenter la méthode du travail, notre méthode du travail à nos apprenants et aussi donc leur faciliter la planification de leur apprentissage. Donc il fallait bien fixer des échéances, des deadlines pour qu'ils puissent donc progresser petit à petit. La fonction métacognitive est aussi très importante. En fait, il fallait dans cet environnement d'apprentissage qui est assez nouveau pour les apprenants, donc on est invité aussi à susciter la réflexion sur leur propre façon d'apprendre. Donc il fallait les inciter à réfléchir sur leur manière d'apprendre et essayer de développer chez eux l'autonomie, de les aider en fait à trouver donc leur meilleure façon d'apprendre dans ce nouveau dispositif. La fonction socio-affective et motivationnelle est également d'une très très grande importance dans cet environnement où on se sent un peu isolé en fait puisqu'on est éloigné. Donc il est très important de faire sentir à nos apprenants qu'on est très proche d'eux. Donc il fallait donc les encourager, les féliciter davantage, donner un feedback bien évidemment lorsqu'ils réalisent une activité, un feedback constructif bien évidemment. Et aussi donc il fallait donc essayer de communiquer avec eux donc même en mode synchrone mais aussi en mode asynchrone, envoyer des emails pourquoi pas quotidiennement pour les encourager et pour les aider à progresser. Alors, quelles sont les activités qu'on peut proposer concrètement? Comment on peut en fait réellement donc motiver nos apprenants? Donc, lors des réunions asynchrones, il est très important de favoriser l'explication des concepts, répondre aux questions, laisser les apprenants participer et interagir, les féliciter, les encourager. Donc, les réunions synchrones ne sont pas là donc pour que je dicte mon cours ou bien pour que je leur demande de faire un exercice et je suis derrière mon écran en train de voir est-ce qu'ils sont en train de faire l'exercice. Donc, c'est pas vraiment ça l'objectif des réunions synchrones. Aussi, on peut donner des bonus, des bons points pour ceux qui se connectent le plus et rendre leurs travaux à temps, donc ça permet de les motiver. Préparer des vidéos interactives, donc surtout pour les plus petits avec des bandes dessinées, etc. Ça les motive davantage à suivre donc la formation. Et aussi proposer un travail collaboratif, un travail d'équipe. Il y a plusieurs outils en fait collaboratifs en ligne. Pourquoi pas non pas en profiter en fait pour proposer donc un travail d'équipe, un travail collaboratif pour nos apprenants. Donc ça peut être un projet, ça peut être une recherche d'information, ça peut être donc une carte mentale de synthèse. Donc il y a plusieurs donc possibilités qu'on peut donc utiliser. Aussi, donc, à la fin, on est invité en fait à demander leurs avis, à avoir donc l'avis des apprenants sur ce type de dispositif. Ça permet en fait pour nous donc d'améliorer notre dispositif, mais aussi de leur faire montrer qu'ils sont importants pour nous, que leur avis nous intéresse en fait pour pouvoir progresser. Alors, bref, donc on va favoriser la pédagogie active dans toutes les étapes de notre enseignement. Donc, l'apprenant va être actif, autonome. En tant qu'enseignant, on va essayer d'animer, on va essayer de lui faciliter la tâche, de le guider davantage, de partager en fait avec lui l'information plus que le fait de la transmettre. Alors maintenant dans les travaux d'équipe, donc comme je viens de dire, on a plusieurs outils. Ici c'est une capture d'écran qui montre une carte mentale donc qui est en train d'être réalisée en équipe. Donc ici donc les apprenants sont en train de discuter en temps réel et pour faire donc cette carte mentale. Aussi dans les outils d'édition collaborative, donc maintenant on peut voir l'historique des versions et on peut vérifier qui a fait quoi, qui a écrit
quoi dans ce document. Donc c'est un avantage déjà par rapport aux séances présentielles, puisqu'en présentiel, on ne peut pas vraiment juger qui a fait quoi et qui est intervenu dans un travail particulier. Mais maintenant à distance et avec ces outils, donc bien avancés, ces outils donc de travail collaboratif, on peut voir donc à quel moment ils sont intervenus, donc à quel moment donc qui a fait quoi dans un document. Aussi donc sur Moodle, il y a ici c'est une capture d'écran du forum, il y en a plusieurs outils, d'autres outils bien évidemment sur Moodle de collaboration, le wiki, donc il y a aussi l'évaluation par les pairs, il y en a plusieurs outils. Ici c'est une capture d'écran de forum que j'utilise en fait pour leur demander que ce soit de poser leurs questions pour leurs enseignants ou bien pour échanger avec leurs collègues. Aussi on peut demander donc un brainstorming, poser une question et attendre que les participants donc participent et répondent. Donc il y en a plusieurs façons, ils peuvent dégager les mots-clés, les différents concepts du cours, etc. Donc plusieurs types d'usages pédagogiques peut être réservé à cet outil-là, l'outil forum. On trouve aussi les outils tests en ligne, il y en a plusieurs outils. Sur Moodle, il y a l'outil donc test qui est intégré, donc ça permet de réaliser des quiz, des activités, des questions de différents types en fait qu'on peut intégrer dans ce quiz-là. Donc l'avantage qu'on peut directement avoir la note, mais aussi la moyenne de ma classe. Je peux avoir aussi donc un graphique qui présente l'intervalle des notes de ma classe de 0 à 20. Alors, il y en a plusieurs outils. Bref, les outils, donc ce n'est pas un problème dans l'enseignement à distance. Chacun a ses besoins. Pour les vidéos interactives, il y en a plusieurs outils que vous pouvez utiliser. Pour le tableau interactif, pour les cartes mentales, pour l'évaluation, la communication, la collaboration. Donc, les outils, il en existe beaucoup. Donc, mais chacun, selon ses besoins, va choisir l'outil qui va le plus avec ses besoins. Donc, pour conclure, l'enseignement en présentiel ou à distance, l'objectif de l'enseignement est le même. Ce qui diffère, ce sont les scénarios pédagogiques qu'on va mettre en place. En fait, un enseignant est invité à repenser ses méthodes et adopter sa pédagogie, choisir le bon outil qui va le plus avec ses besoins et les besoins de ses apprenants. Un apprenant dans un dispositif 2AD est isolé, donc pour qu'il s'accroche, il est très important qu'il sente l'omniprésence, si c'est possible, de son enseignant et de ses collègues, favoriser ainsi la communication synchrone et asynchrone, favoriser le travail collaboratif, le travail d'équipe, leur faire apprendre en fait à progresser, à réussir en équipe et bref, donner le plaisir d'apprendre. Et je vous remercie pour votre attention.